Donc, rebonjour. Dans cette deuxième présentation, dans cette deuxième réunion, bon, ce que vous voyez devant vous, c'est la correction dans notre exercice. Donc là, on va travailler sur deux choses. Donc, on va travailler l'exercice et en même temps, on va travailler l'application Excel. Donc, de préférence, c'est de travailler votre exercice sur Excel. Comme ça, vous allez le maîtriser. Vous allez le maîtriser. Donc, je commence par le premier budget qui est le budget des ventes. Le budget des ventes. Donc, on vous demande d'établir le budget de vente. Donc, quels sont les éléments qui doivent apparaître dans ce budget? Donc, vous voyez devant vous, vous avez les ventes hors taxes, la TVA facturée, les ventes TTC, les encaissements au comptant sont là, encaissement du solde, créance bilan. Pour cette créance bilan, je peux ne pas le faire. Donc, je l'ai mis exprès pour vous montrer que l'origine des 700 qui correspond à l'encaissement du solde de la période précédente, elle vient du bilan, créance bilan. Je peux la mettre directement ici. Et ça ne va rien changer. Donc, ici, je peux enlever cette ligne, créance bilan. Je peux l'enlever complètement. Et voilà. Donc, ça ne va rien changer. Donc, la première ligne, ça, c'est à saisir à la main. Ce sont des données que vous avez. Par contre, le reste, c'est à calculer par des formules. Donc, la TVA, puisque la TVA représente 20%. Donc, vous allez calculer ici égal et vous allez sélectionner 2500 fois 20%, ça fait 500. Pareil, les ventes TTC, c'est aussi à calculer par une formule. C'est la somme des deux. Vente hors taxe plus la TVA facturée égale vente TTC. Pareil pour les encaissements compte. Comment on encaisse les ventes? Dans cet exercice, on a prévu un encaissement de vente de 40%. 40% de 3000, ça fait 1200. 700, c'est une donnée. Donc, on n'a pas les moyens pour les calculer, on va la saisir. 700. Par contre, total encaissement, c'est à saisir. C'est à calculer, pardon. Donc, 1200 plus 700, ça fait 1900. Pareil pour le mois de février. Donc, je vais faire que le mois de février. Par contre, pour le reste, donc j'aurai la réponse. Regardez, donc je vais tout effacer jusqu'au mois de décembre. Regardez, donc il suffit de faire le mois de janvier, 2800. Donc, c'est 20%. Donc, regardez dans la file ici. Donc, c'est 20% de 2800. Ça fait 560. 3360. Donc, c'est la somme des deux. Encaissement au comptant, c'est 40% des ventes TTC de la même période. 1800, regardez, il y a un décalage, c'est le solde des ventes du mois précédent. Donc 3000, regardez, c'est le C7 fois 60%. Et le total encaissement, c'est la somme des deux. C'est D8 et D9. C'est bon? Donc, une fois j'ai calculé le mois de février. Pourquoi je ne peux pas le faire à partir du mois de janvier? Parce que le montant de 706, je ne l'ai pas calculé, je l'ai saisi. Donc l'ordinateur, il ne va pas le connaître. Mais par contre, à partir du mois de février, j'ai tout calculé moi-même. Donc je sélectionne, je viens ici, je tire, pardon, et voilà, jusque-là, vous aurez la réponse. Donc l'ordinateur, il va calculer lui-même. Donc il suffit d'avoir un seul mois qui est correct et vous aurez la réponse pour les autres mois. Donc le budget de vente, il n'est pas très difficile, il est juste des simples calculs et juste savoir quels sont les éléments qui doivent apparaître dans ce budget des ventes. Pareil pour le budget des achats. Mais la première question qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'ils font les ventes dans un budget des achats?
La première ligne que vous avez dans le budget de vente, c'est dans le budget des achats, c'est les ventes. Alors que ici, on s'intéresse aux achats. Pourquoi les ventes figurent dans ce budget? Parce que dans cet exercice, vous n'avez pas de données directes sur les achats. Vous n'avez pas de données directes sur les achats. Les achats sont proportionnels par rapport aux ventes. Donc, pour calculer les achats, il nous faut les ventes. Donc, c'est pour cela qu'on a reporté. Donc, ce n'est pas la peine de saisir. Il suffit de venir ici, de mettre égal, et vous sélectionnez ça, et vous validez, vous trouvez ça. Vous tirez, vous aurez la réponse pour les autres mois. Les achats hors taxes. Donc, on a dit que les achats du mois représentent 60% des ventes du mois suivant. Donc, les achats de janvier représentent 60% des ventes de février. Regardez ici, D15 fois 0,6. D, elle est là, c'est-à-dire D15, c'est les ventes du mois de février, fois 60% égale les achats du mois de janvier. La TVA déductible ou récupérable, c'est 20%. Donc, pareil, donc regardez la formule. Donc, 1680 fois 20%, ça fait 336. Achat TTC, pareil. Donc, je vais la calculer par une formule, c'est la somme des deux. Décaissement au comptant, comment on décaisse les achats? Les achats sont décaissés 50% au comptant, 50% le mois suivant. Donc, regardez ici, 50% c'est 1008 et 50% c'est le mois suivant. Le solde, le décaissement des soldes sera effectué le mois suivant. Donc ici, dette de bilan. Donc c'est comme tout à l'heure, créance de bilan. Je peux ne pas le mettre. Je vais la mettre directement dans le solde, puisque cette dette de bilan ne représente que le solde de la période précédente. C'est 60% des achats TTC du mois de décembre. Mais par contre, ici dans l'exercice, je n'ai pas le montant des achats, donc je me base sur la dette qui figure dans votre bilan, la dette envers le fournisseur de marchandises. Et je peux ne pas mettre ça. Donc j'ai mis ça pour vous montrer l'origine de 2000. Donc une fois que je vous ai expliqué ça, donc ce n'est pas la peine de l'utiliser. Total décaissement, donc c'est la somme des deux. Donc voilà, je peux calculer à partir des deux. Pareil, donc je peux tout effacer à partir du mois de mars jusqu'au mois de décembre. Donc je mets édition, effacer tout, n'est-ce pas? Donc il suffit de faire le mois de février vous-même. Donc 60% des ventes de mars, donc 2100 fois 60%, ça fait 1260. Donc la TVA c'est 20%. 1260 fois 20%, ça fait 252. Les achats TTC, c'est la somme des deux. 1260 plus, ça fait 1512. Décaissement au comptant, 50%. 1512 fois 50%, ça fait ça. Décaissement du solde, c'est 50% des achats TTC de la période précédente, du mois de janvier. Et bien sûr, total décaissement, c'est la somme des deux. Donc, il suffit de sélectionner ça à partir des achats hors taxes, bien sûr. Ce n'est pas à partir des ventes. Parce que les ventes, on les a saisies. Par contre, ça, on les a calculées par des formules. Donc, il suffit de sélectionner tout ça. Venez ici, vous tirez et vous aurez la réponse pour les autres mois. Donc, c'est très simple. Donc, il suffit de faire 2 mois ou 3 mois vous-même. Le reste, vous pouvez l'avoir facilement par l'utilisation des formules. Donc, troisième budget, c'est le budget des charges externes. Donc, pareil, vous allez poser la question, qu'est-ce qu'ils font les ventes dans un budget de charges externes? Et la réponse est la même, puisque vous n'avez pas de données directes sur les charges externes. Les charges externes sont calculées sur la base des ventes, donc je suis obligé d'avoir cette ligne pour calculer mes charges externes. Donc, dans le texte de l'exercice, vous avez que les charges externes représentent 8% du chiffre d'affaires de la même période retenue. C'est-à-dire que les charges externes du mois de janvier représentent 8% du chiffre d'affaires du même mois. Donc 8% de 2000, regardez l'équation, elle est là. Donc 8% de 2500, ça fait 200. Donc ces charges externes sont soumises à un taux de TVA de 8%. Donc la TVA ici, TVA récupérable de 8%, 200 fois 8%, ça fait 16. Donc les charges externes TTC, c'est 216. Donc comment on décaisse les charges externes? Les charges externes sont décaissées avec un mois de décalage. Donc, regardez, les charges externes du mois de janvier sont décaissées le mois de février, les charges externes de février sont décaissées le mois de mars, etc.
Mais par contre, le mois de janvier, on va décaisser les charges externes du mois de décembre. Vous avez une information qui vous dit qu'une dette envers un fournisseur de charges externes s'élève à 300 et qui sera décaissée le mois de janvier. Pareil, je peux tout effacer. Et je peux calculer tout ça sur la base du mois de février. Pourquoi je ne peux pas faire ça à partir du mois de janvier? Parce que dans le mois de janvier, il y a une information, les 300, que je ne l'ai pas calculé, je l'ai saisi à la main, donc ça ne va pas me donner, ça va me fausser les calculs par la suite. Mais par contre, pour le mois de février, tout ça, à partir de charges externes hors taxes jusqu'à décaissement du mois, sont tous calculés par des formules. Donc ici, lorsque je fais cette opération, c'est juste pour dupliquer l'ensemble des formules utilisées pour le mois de février et vous aurez la réponse pour les autres mois. Très bien, donc je passe au budget de frais de personnel que j'ai expliqué dans la première présentation. Avec quoi j'ai commencé la première présentation. Donc, les frais de personnel, vous avez des données. Donc, la première ligne, c'est à saisir, sont des données. Donc, en plus, vous avez la cotisation sociale patronale, qui est de 45% cette fois-ci. Donc, vous ne devez pas mélanger par le cours. Et ici, vous allez me dire que dans le cours, on a divisé par 1,4 et ici, on va diviser par 1,45. C'est normal, parce que dans le cours, on a utilisé une cotisation sociale patronale qui s'élève à 40% du salaire brut. Ici, c'est 45% du salaire brut. Donc, le salaire brut égal, à partir des équations que je vous ai déjà données dans la première présentation, frais de personnel égal salaire brut divisé par 1,45. 1,45. J'insiste sur cette formule. Frais de personnel égal les salaires bruts divisé par 1 plus le taux de la cotisation patronale. Et le taux de la cotisation patronale, c'est 45%. 1 plus 45%, ça fait 1,45. Donc, frais de personnel égale salaire brut, regardez ici, divisé par 1,45. Donc, vous pouvez avoir des résultats sur l'ensemble des éléments. Salaire net. Donc, à partir de l'équation salaire brut égale salaire net plus cotisation sociale salariale, ici, dans notre cas, la cotisation sociale salariale représente 15% de salaire brut, alors que tout à l'heure, la dernière fois, dans la première présentation, on a parlé de 25. Donc, ce sont des données qui vont changer d'un exercice à un autre. Ici, la cotisation sociale salariale représente 15%. Donc, décaissement de salaire net, c'est 15%. Donc, j'espère que vous avez compris. Décaissement des salaires nets, c'est 15%. 15% de quoi? 15% du salaire brut. Donc, décaissement des salaires nets, donc comment on va l'obtenir? C'est 85% du salaire brut. 85% du salaire brut, puisque le salaire brut égale salaire net plus cotisation sociale salariale. Cotisation sociale salariale, c'est 15% du salaire brut. Donc, le salaire net égale salaire brut fois 85%. Voilà la formule. Les charges sociales salariales, donc vous pouvez les calculer soit en faisant la différence entre salaire brut et salaire net, soit directement 15% du salaire brut. Pareil, charge sociale patronale, soit 45% du salaire brut, soit c'est la différence entre salaire brut et la différence entre frais personnels et salaire brut. Total des charges sociales, c'est la somme des deux. Décaissement des charges sociales, donc les charges sociales sont décaissées avec le décalage d'un mois. C'est-à-dire que les charges sociales du mois de janvier sont décaissées le mois de février, les charges sociales de février sont décaissées le mois de mars, etc. Par contre, le décaissement des charges sociales du mois de janvier, c'est une information que vous avez. Donc, on l'a saisie à la main. On l'a saisie à la main. Donc, c'est pour cela, je vous conseille de faire que le mois de février vous-même et vous allez le sélectionner à partir de salaire brut et vous tirez et vous aurez la réponse pour les autres mois. Donc, j'espère que vous avez compris le budget de frais de personnel. Maintenant, le budget de TVA. Budget de TVA. Donc, je vous ai dit que le budget de TVA, en grande partie, c'est un tableau récapitulatif. On récapitule l'ensemble des TVA qui figurent dans les autres budgets. Donc, dans les autres budgets, vous avez 3 budgets. Le budget des ventes, le budget des achats et le budget des autres achats et charges externes. Donc, vous avez
3 budgets. C'est là où on a fait apparaître la TVA et on a calculé la TVA, que ce soit la TVA facturée sur les ventes, la TVA récupérable sur les achats et la TVA récupérable sur les charges externes. Et si vous avez une quatrième TVA, c'est la TVA récupérable sur immobilisation. Donc, par contre, les immobilisations, on n'a pas élaboré un budget pour les immobilisations. Donc, mais par contre, vous avez acheté des immobilisations. Et sur la base de ces immobilisations, on devait calculer, bien sûr, la TVA. Vous avez acheté 2 immobilisations, la première à 240 et la deuxième à 331,2. Donc, je vais vous donner tout à l'heure comment on a pu déterminer la TVA récupérable sur immobilisation. Je commence par la première ligne. Donc, vous n'allez pas la saisir. Vous allez sélectionner ici, vous mettez égal, et vous allez partir au budget de vente, et vous allez sélectionner, regardez ici, donc égal à C6. Donc, si vous allez remonter vers le C6, vous allez trouver la TVA facturée qui figure dans votre budget des ventes. Donc, il suffit de trouver ça, vous venez ici, vous tirez, vous aurez la réponse pour le reste. Pareil pour la TVA récupérable sur achat. Je viens ici, je mets égal, et je sélectionne la TVA qui figure dans le budget d'achat, qui correspond à C17, regardez ici, et je valide, je trouve 336,336. Donc, je viens ici, je tire, j'aurai les autres TVA. TVA récupérable sur charge externe, pareil. Donc, regardez ici les charges externes, elle est là, c'est C30, C30, la TVA. Regardez ici, donc C30. Donc, C30, c'est la TVA sur les charges externes. Donc, voilà, tous ces éléments, ils viennent des autres budgets. Je tire, ici, j'aurai la réponse pour les autres. Par contre, les 95,20, donc, cette TVA, c'est à calculer, puisque, donc, je vais essayer de partager avec vous un nouveau partage, un tableau blanc, et je vous donne comment on a calculé la TVA récupérable sur immobilisation. Donc, comment on a calculé? Donc, vous avez le montant TTC des immobilisations acquises. Donc, 240 plus 331,20. Égale 571,1. Donc, ça, c'est le montant TTC des immobilisations. À partir de ce montant, on doit extraire le montant de la TVA. Donc, je détermine le montant hors taxe. Je détermine le montant hors taxe de mes immobilisations. Donc, 571,2 divisé par 1,2 égale 476 hors taxe. Donc, une fois on a calculé le montant hors taxe, je peux calculer la TVA récupérable sur immobilisation égale 476 fois 20% égale 95,2. Et voilà le montant de la TVA, comment on a pu calculer le montant de la TVA. Donc, j'espère que vous avez compris d'où vient les 95,2
Donc, total TVA récupérable, c'est la somme des trois TVA récupérables, 336 TVA récupérable sur achat, TVA récupérable sur charges externes et TVA récupérable sur immobilisation. La somme des trois vous donne 447,20. La TVA à payer, c'est la différence entre la TVA facturée et le total TVA récupérable. 500 moins 447,20, ça fait 52,80. Regardez, vous avez C47 moins C51. Donc, TVA à payer. La TVA à payer sera décaissée avec un mois de décalage. Donc, ici, 118, c'est une donnée concernant la période précédente qui est de 118. Donc, c'est la TVA du mois de décembre qui sera décaissée le mois de janvier. C'est bon? J'espère que vous avez compris jusque-là, parce que jusque-là, ça ne pose aucun problème, ce sont des budgets très simples. Donc, je passe au budget de trésorerie. Donc, le budget de trésorerie va apparaître à cette étape comme un budget de synthèse ou un budget récapitulatif. Il va essayer de récapituler l'ensemble des encaissements et l'ensemble des décaissements effectués par l'entreprise. Donc, on commence donc tout à l'heure, la dernière fois, dans la première présentation, lorsque je vous ai parlé de budget de trésorerie, je vous ai parlé de trois parties. Partie des encaissements, partie de décaissement et partie on calcule le solde avec la trésorerie finale. Donc, les encaissements ici. Donc, vous allez me dire pourquoi il y a deux lignes où il y a la même chose, encaissement des ventes et total encaissement. Parce que ce n'est pas toujours le total encaissement qui va correspondre aux encaissements des ventes. Pas toujours. Mais parfois, on constate que l'entreprise a procédé à la cession d'une immobilisation, donc il va encaisser de l'argent, il va contracter un emprunt, donc il va encaisser de l'argent, et dans ce cas-là, le total encaissement il sera différent des encaissements des ventes. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question. Donc, pourquoi cette ligne elle est refaite deux fois? Parce que là, on parle de encaissement des ventes, et ici, on parle de total encaissement. Dans cet exercice, c'est la même chose, puisque nous n'avons aucun autre encaissement que les ventes. Décaissement des achats. Là, on doit faire attention. Pardon, la partie des décaissements. Là, on doit faire attention parce qu'on doit mettre tous les décaissements effectués par l'entreprise, ou autrement dit, une liste exhaustive de tous les décaissements que l'entreprise va réaliser. Donc, bien sûr, il y a des décaissements qu'on a déjà constatés dans des budgets antérieurs, mais il y a d'autres décaissements qui ne figurent dans aucun autre budget et qu'on ne doit pas les négliger. Sinon, on va fausser nos calculs. Très bien. Pour décaissement des achats, décaissement des charges externes, décaissement des salaires, décaissement des charges sociales et décaissement de TVA, l'ensemble de ces décaissements figure dans les budgets antérieurs qu'on a effectués auparavant, ou qu'on a effectués tout à l'heure. Donc, il suffit de faire quoi? Donc, c'est de reporter l'ensemble de ces informations. Par exemple, décaissement des achats, c'est la dernière ligne dans le budget des achats. Décaissement des charges externes, pareil, c'est la dernière ligne dans le budget des charges externes. Décaissement des salaires, donc il figure dans le budget de frais de personnel. Décaissement des charges sociales, pareil, c'est la dernière ligne du budget de frais de personnel. Décaissement de TVA, pareil, c'est la dernière ligne du budget de TVA. Donc là, ce sont les décaissements qui sont clairs et qui figurent dans des budgets antérieurs. Mais par contre, il y a d'autres décaissements. Par exemple, l'acquisition d'immobilisation. On a acheté deux immobilisations, donc je vous ai donné la valeur tout à l'heure. Donc, deux immobilisations, la première à 240 et la deuxième à 331,2. Donc, on trouve les 571,2. 571,2. Donc, je peux, pour vous expliquer tout ça, je vous laisse dans la correction 240 plus 331,2. Et là, normalement, vous devez trouver les 571,2. Donc, je vous ai montré comment devient les 571,20.
Donc, les immobilisations, on les a achetées une seule fois. C'est pour cela qu'on n'a pas composé un budget. Et ils vont figurer ici, c'est le décaissement d'investissement. On les a décaissés le mois de janvier. Par contre, pour les autres mois, on n'a rien décaissé. Remboursement d'emprunt. Donc, puisque l'entreprise elle a contracté un emprunt le 1er juillet de l'exercice elle doit rembourser par une annuité constante. Lorsqu'on utilise le terme annuité, c'est-à-dire un an, à la fin de l'année. Si je contracte un emprunt le 1er janvier, normalement, je dois rembourser le 31 décembre, n'est-ce pas? Donc, dans notre cas, on a contracté un emprunt le 1er juillet. Donc, un an à partir du 1er juillet, c'est le 30 juin. C'est pour cela que vous avez les 800 dans le mois de juin. Donc, pour les gens qui ne vont pas comprendre pourquoi j'ai mis 800 dans le mois de juin. Mois de juin, c'est-à-dire un an après avoir effectué l'emprunt. L'emprunt a été effectué le 1er juillet de l'exercice L, donc je dois rembourser le 30 juin ou avant le 30 juin de l'exercice N plus 1. C'est comme si je vais contracter un emprunt le 1er janvier de l'exercice N plus 1. Donc, quand est-ce que je vais rembourser? C'est le 31 décembre N plus 1. Donc, c'est ça un an. Donc, j'espère que vous avez compris cette information. Pour les acomptes de l'IS, donc vous avez des informations sur les acomptes. Les acomptes ils sont payés à la fin de chaque trimestre. Donc, ce que vous devez deviner, c'est quand est-ce qu'on paye. C'est fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre. Le reliquat ou le solde de l'IS, je l'ai expliqué la dernière fois. Et vous avez même la date de paiement, 60, 150 moins 90, ça fait 60. Les dividendes aussi, vous avez la date de paiement. Donc, l'entreprise a réalisé l'année dernière un bénéfice de 300. Elle a encaissé et va distribuer 40% aux actionnaires en fin juin. 40% de 300, ça fait 120. Les impôts et taxes, l'entreprise va payer les impôts et taxes à l'État à hauteur de 110. Donc, 110, ça concerne toute l'année, tout l'exercice plus 1. Mais ils seront décaissés le mois de juin. Donc, c'est une information que vous avez. Donc, une fois on a mis en place tous les décaissements, donc on doit faire attention pour ne rien oublier. Donc, on doit mettre tous les décaissements et tous les encaissements que l'entreprise va effectuer. Et une fois on a terminé cette première et deuxième partie, je passe à la dernière partie qui est le solde avec la trésorerie. Donc, le total des décaissements, donc je vous ai montré comment on calcule le total de décaissement. Le total de décaissement correspond à chaque période. Le solde du mois. Donc, le solde du mois, je vous ai dit, c'est la différence entre total encaissement et total décaissement. Donc, ce qu'on a encaissé moins ce qu'on a décaissé. Là, je constate que le solde du mois il est négatif. C'est-à-dire que les encaissements du mois sont inférieurs aux décaissements du mois. Et c'est vrai, j'ai encaissé que 1900 pendant le mois de janvier, mais par contre, j'ai décaissé 4240,99. Donc, la trésorerie, il a un dégagement déficitaire. Donc, le dégagement potentiel de la trésorerie pour le mois de janvier est un dégagement déficitaire, puisque les encaissements n'arrivent pas à couvrir la totalité des décaissements. Donc, l'entreprise doit bien sûr payer cette différence soit grâce à une trésorerie initiale, soit grâce au découvert bancaire. Et là, dans notre cas, la trésorerie initiale aussi elle est déficitaire, elle était en découvert. Donc, ce n'est pas la trésorerie, ce n'est pas la liquidité dont dispose l'entreprise qui va payer cette différence. Mais par contre, c'est le recours à un découvert bancaire. Donc, la trésorerie initiale, c'est une donnée. Donc, on vous donne un découvert initial moins 300. Donc, la trésorerie finale, c'est la somme du solde du mois et la trésorerie initiale. Solde du mois plus trésorerie initiale égale la trésorerie finale. Donc, la trésorerie finale, elle est aussi en découvert. Donc, je commence le mois avec un découvert de 300 et je termine le mois avec un découvert de 2640,99. 2640,99. Donc, j'étais tout le mois en découvert. Donc, si je suis en découvert, je dois payer. Je dois rémunérer ma banque qui a payé à ma place. Donc, il m'a prêté de l'argent. Donc, je dois lui payer des agios. Donc, sur quelle base on paye les agios ou les intérêts? Vous vous souvenez dans le cours, je vous ai donné un document qui s'appelle échelle d'intérêt. L'échelle d'intérêt, un document bancaire envoyé chaque trimestre aux entreprises pour la vérification du calcul des agios. Qu'est-ce qu'il contient? C'est la traçabilité de toutes les opérations effectuées. Dans notre cas, on parle des prévisions, il n'y a pas de traçabilité.
Donc, les informations que nous avons sont deux informations. La situation de la trésorerie au début du mois et à la fin du mois. Au début du mois, je suis en découvert de 300. À la fin du mois, je suis en découvert de 2640. Par contre, il me manque l'information suivante. Je suis en découvert de 300 pendant combien de jours dans le mois de janvier? On ne sait pas. Je suis en découvert de 2640 à partir de quel jour et pendant combien de jours? On ne le sait pas. Donc, sur la base de ces éléments, on ne peut pas calculer réellement combien l'entreprise doit payer. C'est pour cela qu'on a choisi une méthode de calcul qui se base sur la moyenne. Sur la moyenne, et on a parlé d'un découvert moyen. Et même dans le texte, on vous dit que les agios sont calculés sur la base d'un découvert moyen. Sur la base d'un découvert moyen. Et comment on va calculer ce découvert moyen? Puisque vous avez deux découverts, découvert initial, découvert final. Donc, le découvert moyen, c'est le découvert initial plus le découvert final divisé par 2. Découvert initial plus découvert final divisé par 2. Donc, 300 plus, puisque je vais utiliser le terme découvert, donc ce n'est pas la peine de mettre le moins. Donc, déjà, découvert signifie le moins. 300, découvert initial, découvert final 2640,99. La somme des deux divisé par 2 égale 1470,50. Donc, j'espère que vous avez compris. Devient les 1470, les agios. Donc, on a dit que les agios sont calculés sur la base de découvert moyen. Sur la base de découvert moyen. Donc, je vais vous donner la formule. Donc, je passe. Donc, découvert moyen égale découvert initial plus découvert final divisé par 2. Et voilà. Le découvert moyen égale découvert initial plus découvert final divisé par 2. Très bien. Donc, une fois on calcule le découvert, on peut calculer l'agio. Agio égale découvert moyen, DM. Donc, je vais noter DM, c'est le découvert moyen, fois le taux d'intérêt, divisé par 12. Donc, vous allez me dire pourquoi diviser par 12? Parce qu'on travaille sur le découvert moyen de quel mois? Un mois, qui est le mois de janvier, par exemple, ou le mois de février. Donc, on travaille sur la base d'un mois. Si je vais mettre découvert moyen fois le taux, c'est comme si je suis en découvert pendant toute l'année. Comme si je calcule le découvert moyen sur toute l'année, alors que j'ai calculé le découvert moyen que sur un mois. Et le taux d'intérêt est toujours un taux d'intérêt annuel. Donc, je suis obligé de diviser par 12. C'est clair? Très bien. Donc, je vais vous montrer comment on calcule le découvert moyen pour le mois de janvier. Découvert moyen indice 1 égale découvert initial pour le mois de janvier plus découvert final pour le mois de janvier
divisé par 2. Et là, égale 300 plus 2600. Je vous donne 2640,99. 2640,99 divisé par 2 égale 1470,50. Le découvert moyen, 1470,50. 1470,50. Donc ça, c'est pour le découvert. L'agio, donc le premier agio, du mois de janvier égale 1470,50 fois 16%. Divisé par 12. Égale 19,61. Donc voilà comment on a calculé l'agio du premier mois, 19,61. Donc j'espère que vous avez noté tout ça. Et je reviens au cas, à notre cas. Donc voilà 19,61. Vous allez me dire pourquoi. Donc la question, donc je vais essayer de lire dans vos pensées et je crois que vous allez poser la question pourquoi il y a le moins à côté des agios, sachant que ce sont des intérêts. Le moins signifie que l'entreprise n'a pas l'argent pour payer les agios. Donc, puisque la trésorerie initiale était négative, et la trésorerie finale est négative, avec quoi il va payer les agios? Il n'a pas les moyens, il n'a pas la liquidité. Donc, ces agios, ils se transforment aussi en dette. Ils se transforment aussi en découvert. C'est pour cela qu'on va mettre le moins. Et on va déterminer une autre trésorerie finale. Donc, tout à l'heure, on a trouvé que la trésorerie finale égale à 2640,99. Maintenant, on va vous dire que la trésorerie finale, elle est plus que ça. C'est 2660,60. Pourquoi? C'est l'ancien trésorerie finale plus le montant des agios, parce qu'on ne va pas le payer, ils vont se transformer en dette. Donc, 2640,99 plus 19,61 égale la trésorerie finale. Et bien sûr, cette trésorerie finale, elle devient la trésorerie initiale du mois suivant, etc. Donc, regardez, 2660,60, il est là, trésorerie initiale de 1827,88, 1827,88. Donc, la trésorerie finale du mois devient la trésorerie initiale du mois suivant. Et comme ça, on va faire pareil pour les autres mois. Donc, il y a un petit problème, c'est lorsque une des trésoreries, une est positive et la deuxième est négative. Donc, que ce soit la trésorerie initiale ou la trésorerie finale. Donc, ça peut être la première positive, la deuxième négative, ou l'inverse, la première négative et la deuxième positive. Donc, c'est-à-dire vous commencez le mois avec un déficit, ou vous terminez avec un excédent, ou vous commencez avec un excédent, vous terminez avec... Donc, dans ce cas-là, on va le trouver où? On va le trouver pendant le mois de septembre. Donc, vous allez rejoindre le mois de septembre. Le mois de septembre, vous allez constater que votre dégagement potentiel de la trésorerie est positif. C'est-à-dire que les encaissements sont plus élevés que les décaissements. Les encaissements couvrent toutes ou tous les décaissements et dégagent un excédent de 578,91. Mais la trésorerie finale, qui n'était que la trésorerie initiale du mois de septembre, qui n'était que la trésorerie finale du mois d'août.
Donc, mois d'août, trésorerie finale, moins 24, c'est-à-dire on découvert de 24,79. Cette trésorerie finale devient trésorerie initiale du mois suivant. Trésorerie initiale du mois suivant, 24,79. Donc, cette trésorerie initiale elle sera absorbée par le solde du mois. C'est pour cela que la trésorerie finale elle est positive. Donc, solde du mois plus trésorerie initiale égale la trésorerie finale. Trésorerie finale, elle est positive. Donc, je ne suis plus en découvert à la fin du mois de septembre. Mais par contre, j'étais en découvert au début du mois. Donc, je dois supporter des ajouts, je dois supporter des intérêts. Je dois supporter des ajouts et je dois les payer. Mais pas pendant tout le mois, que pendant le nombre de jours où j'étais en découvert. Donc, comment on va calculer les intérêts? Tout d'abord, je vais essayer de vous expliquer d'où viennent les 12,40. Pourquoi 12,40? Parce que le découvert moyen, on a dit c'est le découvert initial plus le découvert final divisé par 2. Donc, le découvert initial, c'est 24,79. Le découvert final, il n'y a pas, c'est 0. Donc, il y a des étudiants qui vont mélanger le découvert avec un excédent de trésorerie. Ici, à la fin du mois, la trésorerie finale n'est pas en découvert. Donc, je n'ai pas de découvert à la fin du mois. Découvert à la fin du mois égale à 0, puisque j'ai de l'argent dans la trésorerie. Donc, découvert initial 24,79 et découvert final 0. La somme des deux divisé par 2, ça fait 12,40. Donc, je vais vous donner donc découvert moyen pour le mois 9 égale découvert initial pour le mois 9 plus découvert final du mois 9 le tout est divisé par 2. Donc, découvert initial égale 24,79 plus 0, découvert final égale à 0, il n'y a pas de découvert, on a de l'argent dans la trésorerie. Divisé par 2 égale 12,40. Donc voilà le découvert moyen du mois 9. Maintenant, on doit calculer les agiots. Les agiots du mois 9 égale le découvert moyen du mois 9 fois le taux d'intérêt, n'est-ce pas? Bon, cette fois-ci, on ne va pas diviser par 12 mois, parce que je n'étais pas en découvert pendant tout le mois. Je vais diviser par le nombre de jours de l'année. Parce que je suis en découvert que pendant quelques jours, que je dois les déterminer. Le taux d'intérêt est un taux d'intérêt annuel, et moi je suis en découvert que pendant quelques jours, donc je dois diviser par 360. Maintenant, comment on va déterminer le nombre de jours où on était en découvert? Le nombre de jours où on était en découvert. Donc je vais revenir au document, à la correction. Donc regardez, le dégagement du mois, dégagement de trésorerie du mois, 578,91. N'est-ce pas? Donc, ce montant, c'est le dégagement, ce que dégage la trésorerie pendant un mois. Donc, ce que je cherche, c'est combien dégage la trésorerie par jour. Donc, je dois diviser les 500
78,91 par 30. 578,91 fois, divisé par 578. Non, 578,91 divisé par 30. 19,29. On va calculer. Donc 19,29, c'est le dégagement journalier. La trésorerie génère un excédent de 19,29 chaque jour. Donc je reviens à ce document. Donc dégagement de la trésorerie. Dégagement de la trésorerie. Dégagement mensuel. Mensuel de la trésorerie s'élève à 578,91. Donc, si je veux calculer maintenant dégagement journalier, dégagement journalier de la trésorerie s'élève à divisé par 30, donc égal à 19,29. C'est-à-dire que la trésorerie génère chaque jour 19,29. Donc, le découvert initial était de combien? 24,79, n'est-ce pas? Donc, je reviens au tableau. Donc, je commence la trésorerie avec un découvert de 24,79. Et je sais que la trésorerie génère chaque jour 19,29. Donc, la question que je vais poser, il me faut combien de jours de ce dégagement journalier pour absorber le découvert initial? Donc, un jour, c'est 19. Donc, à partir du deuxième jour, je suis toujours en découvert. Mais à partir de 2 jours de dégagement, 19 plus 19, ça fait 38. Donc, 38 va absorber tout le déficit initial de 24,79. Donc, dans ce cas-là, je suis en découvert pendant 2 jours. Donc, il me faut 2 jours de ce dégagement pour absorber le découvert initial. Donc, l'entreprise, pour le mois de septembre, l'entreprise, donc l'entreprise pour le mois de septembre a été en découvert pendant 2 jours. Donc, je vais maintenant calculer les agios. Donc, je reviens à cette formule. Donc, sont égales égale 24
0,79 fois 16% fois 2 jours divisé par normalement divisé par 360. Je n'arrive pas à écrire ici. Je ne me donne pas la main pour écrire 360. Donc, je prends un autre slide. Donc, agio moins 9 égale découvert moyen fois d'intérêt par 360 égale 12,40 le découvert moyen fois 16% fois 2 jours divisé par 360. Et là, égale 0,01. Donc voilà comment on a pu déterminer les agios pour le mois 9. Donc, je vous laisse revoir l'exercice vous-même. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur mon adresse email mloulid-fr@yahoo.fr. Donc, je crois que je vais arrêter cette présentation pour le moment et on reprend dans une troisième présentation pour les états de synthèse prévisionnels à la fin du mois de décembre N+1, que ce soit pour le CPC ou pour le bilan. Donc, je vous souhaite bon cours, bon travail et on se verra dans une troisième présentation.